notre organisme, en fait, il est bardé d'horloges biologiques. On parle d'horloges périphériques qu'on peut avoir dans différents organes comme les muscles, le cœur, le foie, les tissus et autres. Et puis il est doté de ce qu'on appelle une horloge centrale. Cette horloge centrale, comme son nom l'indique, elle est située dans le cerveau. Et plus particulièrement dans une structure qui est appelée l'hypothalamus, et dans un noyau de cet hypothalamus qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Donc ce noyau, en fait, il a la capacité à capter les influx venant de la lumière, en fait les photons, mais pas au niveau du circuit de la vision, mais au niveau d'un circuit non visuel, au niveau de certains récepteurs qui sécrètent une substance qu'on appelle la mélanopsine, et de là, ce noyau va stimuler différentes structures, et en lui-même, il constitue une horloge centrale et qui va essayer de synchroniser toutes les horloges biologiques dont il gère le circuit. Il n'est pas si simple de respecter nos horloges si on ne tient pas compte de nos vrais besoins et si on essaye de faire comme tout le monde. C'est en fonction de ses besoins à soi et de son programme génétique à soi qu'on doit apprendre à respecter ces rythmes-là. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, il faut arriver à faire le compromis le plus physiologique possible, en fait. Parce que ça paraît quelque chose de presque utopique d'arriver à caler son rythme sur le rythme de la société ou des sociétés. Ça, c'est chose très difficile à faire, mais bon, il faut travailler dans ce sens, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des troubles possibles à moyen et à long terme graves. Par exemple, si on prend l'exemple des travailleurs postés, on sait que ces travailleurs postés qui ont des rythmes qui sont désynchronisés par rapport à la société, donc qui mettent en péril un peu leur synchronisation, ont des pathologies plus fréquentes de cancer, de dépression. Donc c'est aussi important chez les enfants que chez les adolescents, que chez les adultes, et on insiste énormément auprès des familles sur l'importance de la régularité du rythme veille-sommeil des enfants en particulier. Le rythme veille-sommeil, c'est-à-dire ce rythme que l'on a sur une journée où pendant le jour on est en veille, pendant la nuit on est en sommeil, mais la régularité de ce rythme est tout à fait importante. Se coucher à la même heure, se lever à la même heure, c'est réellement ce qui va permettre de mettre en phase constamment l'ensemble de ces horloges. Et je pense que le rôle des parents, c'est, on essaie en consultation de les valoriser et on essaie de leur dire, c'est pas parce que vous allez dire non, vous allez mettre des limites que vous serez de mauvais parents, au contraire, et l'enfant a besoin de limites et a besoin de se coucher à heure fixe. Voilà, on essaie d'éduquer. Et même pendant les consultations des nourrissons, on commence à expliquer, moi j'explique toujours le rythme de sommeil du bébé, du nourrisson, de l'enfant. Et les consultations de l'adolescent, c'est important aussi parce qu'on est un petit peu envahi par les écrans. Et pour moi, c'est dramatique. Ces écrans, c'est dramatique. Qu'il y a toujours une solution, qu'il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Je leur réexplique l'impact et l'importance du sommeil chez l'enfant. Je leur explique, par exemple, pour s'endormir le soir, il faut que l'enfant soit dans une période calme. Donc même si le papa arrive un petit peu tard, qu'il prenne sur lui, mais qu'il n'aille pas ressortir l'enfant de son lit pour jouer avec lui, pour le stimuler encore plus et que cet enfant ait des difficultés par la suite pour s'endormir. Parfois je leur propose aussi peut-être d'avoir l'aide de quelqu'un à la maison, s'il y a une grand-mère, s'il y a quelqu'un de la famille ou une jeune fille qui peut déjà venir préparer un peu le bain, préparer le repas pour que ce soit pas au dernier moment, que ce soit pas dans un état un peu d'énervement des parents et que le temps du sommeil, le pré-sommeil on va dire, soit un moment calme et que les parents essaient de prendre sur eux pour être le plus calme possible pour que l'enfant s'endorme bien par la suite. J'essaie de leur dire effectivement d'éviter les décalages au niveau du repas, que l'enfant ne mange pas tard. Alors c'est facile, tout le monde ne peut pas non plus employer quelqu'un à la maison, voilà, essayer d'aménager les horaires, mais que l'enfant ait un rythme régulier avec une heure de repas régulière, une heure de coucher régulière aussi, toujours à la même heure, et se lever à la même heure le matin. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi bien les horloges au niveau de l'organisme lui-même que celle du cerveau, mais on sait également qu'il y a des horloges qui sont plus importantes que les autres à cause de l'emplacement qu'elles ont. Et je reviendrai sur l'une d'elles, qui est une horloge qui se trouve derrière les yeux, qui se trouve à un niveau particulier du cerveau,
puisque cette horloge est constituée d'un amas de cellules qui est exactement au-dessus du croisement de nos nerfs optiques. En fait, de nos yeux partent deux paires de nerfs optiques qui vont se croiser à un moment donné dans le cerveau. Et ce que tout le monde ne sait pas, c'est que quand on voit quelque chose, la première image que l'on voit, elle est inversée. Et c'est grâce à ce croisement des nerfs optiques qu'elle se retourne et qu'elle arrive dans la bonne orientation sur l'aire visuelle. Et donc au-dessus de ce croisement des nerfs optiques, que l'on appelle le chiasma optique, le croisement, le chiasma optique, existe un amas de cellules que l'on appelle de ce fait le noyau suprachiasmatique, il est au-dessus du chiasma optique, et c'est cette horloge-là, placée derrière les yeux, qui est tout à fait fondamentale, puisque c'est elle finalement qui voit le passage du jour à la nuit, de la lumière à l'obscurité, etc. Et par rapport au cerveau, c'est cette horloge-là qui va être chef d'orchestre et qui va constamment envoyer les messages nécessaires à envoyer à toutes les autres horloges périphériques qui, elles, sont encapsulées dans le cerveau, qui n'ont donc pas cette vision de l'environnement, qui ne le voient pas, mais c'est cette horloge, le noyau suprachiasmatique, qui va envoyer les messages aux autres horloges pour expliquer s'il est l'heure de se mettre en route, de s'arrêter, etc. Et c'est grâce à elle qu'on va rester synchronisé, que l'ensemble des horloges vont pouvoir rester synchronisées. Donc il est indispensable que cette horloge soit toujours dans les meilleures conditions possibles pour respecter cette régularité-là. En fait, pourquoi a-t-on besoin de resynchroniser les horloges? Parce qu'en fait, les horloges ne sont pas tout à fait basées sur 24 heures exactes, c'est souvent 24 heures et demie. Donc du coup, s'il n'y avait pas de resynchronisation au niveau de notre cerveau, on se décalerait d'une demi-heure tous les jours. Ce qui finirait par aboutir au fait qu'on va confondre rapidement le jour et la nuit dans notre rythme. Donc il y a nécessité de cette resynchronisation par le noyau suprachiasmatique en fonction de l'alternance lumière-non-lumière et également la mélatonine. Et alors, lorsqu'il y a désynchronisation, on va dire, pathologique de ces horloges, il peut y avoir des conséquences assez sérieuses pour l'être humain, comme des problèmes au niveau des états d'humeur, avec état de dépression, notamment d'anxio-dépression. Alors on sait que l'anxiété et la dépression sont souvent liées à des substances internes au cerveau qui sont comme la sérotonine, et on sait que la sérotonine est un des précurseurs de la mélatonine. Donc une désynchronisation va entraîner un problème au niveau de la mélatonine, donc un problème éventuellement de sérotonine, donc un problème au niveau d'un état peut-être dépressif. Et vice-versa, puisqu'en fait il s'établit un cercle vicieux entre les deux mécanismes. Alors, en ce qui concerne les impacts que peut avoir au niveau, je dirais, pathologique de la désynchronisation, sachant que la désynchronisation va entraîner un déséquilibre, enfin en tout cas un chamboulement au niveau de la sécrétion de mélatonine, on peut expliquer par ce biais, c'est une hypothèse, mais on peut l'expliquer, sa conséquence sur l'apparition de céphalées. On sait que ces céphalées, migraines ou autres, on peut noter chez les personnes qui souffrent de ces syndromes qu'il y a une chute ou en tout cas une forte baisse de mélatonine à ces moments de crise. Donc ça peut être une des explications, sachant que la mélatonine est très liée à la sérotonine et que la sérotonine est un des antalgiques naturels du cerveau et qui lutte et qui est impliqué en fait énormément dans les céphalées. Voilà, donc ça peut être une des explications. Désynchronisation, impact sur la mélatonine et impact sur la sérotonine, donc peut expliquer éventuellement les apparitions de ces céphalées qui sont souvent cycliques. La migraine peut apparaître au moment des menstruations, etc. Donc c'est un événement éminemment cyclique, donc lié aux horloges.